Mes premières collaborations avec l'abbaye de Fontevraud datent des environs de 1981 et donc j'ai pu avoir un poste à temps complet à partir de janvier 82. C'était un poste d'animateur culturel mais qui sous-entendait aussi le fait d'être régisseur. Régisseur, c'est-à-dire organiser l'aspect pratique de toutes les activités culturelles de ce centre culturel de l'Ouest qui était l'abbaye de Fontevraud. Dès mon entrée dans l'équipe du centre culturel de l'Ouest, je me suis retrouvé à côté de prisonniers qui étaient là, des prisonniers en fin de peine en général, qui étaient dans le centre de détention de la Madeleine, petit centre de détention de Fontevraud, et donc qui travaillaient, qui m'aidaient. Et ça a été aussi pour moi la découverte que Fontevraud avait été une grande prison et était encore une prison à l'époque. Lorsque je suis arrivé donc, dans les débuts des années 80, c'était donc un petit centre de détention pour des fins de peine et souvent pour des jeunes qui avaient fait des erreurs, trafic de drogue, je ne sais pas, enfin ou des accidents, des choses. Il y avait aussi des témoins de Jéhovah, des braves garçons qui étaient des gens bien élevés, mais qui ne reconnaissaient pas l'État français, qui refusaient de faire leur service militaire, et on les mettait en prison, et des fois ils étaient mélangés avec les autres, bon c'était pas toujours très heureux, mais donc c'était des garçons en général, bon ils étaient pas trop méchants quoi. Donc on les mettait avec moi, et je leur demandais de mettre en place les chaises, c'était facile. Ils faisaient le travail, allez, je dirais, il faisait 50% de travail d'un travailleur normal. Donc si j'avais besoin de deux gars solides, j'en demandais 4, comme ça le travail était fait correctement. Mais pour vous dire l'ambiance, bon, c'est les gardiens de prison, une fois qu'ils me confiaient ces jeunes prisonniers, ils n'avaient plus besoin de les surveiller, puisqu'en plus c'était dans un lieu touristique, déjà avec une billetterie. Bon, il n'y avait pas trop de danger, et puis moi j'étais pas là pour les surveiller, mais je les occupais, donc pendant ce temps-là, nos gardiens, ils allaient boire le coup dans le village, ils étaient peinards, et puis à la fin de la matinée, quand le travail était fini, ils venaient récupérer leurs petits jeunes. Et une fois, il y a un jeune prisonnier qui est venu me voir en me disant « Ah, monsieur Bénard, il faut que je vous montre quelque chose, et ça c'est très drôle, regardez l'enveloppe que j'ai reçue de ma famille. » Alors effectivement, je vois l'adresse sur l'enveloppe. Imaginons qu'il s'appelle Dupont, donc Jacques Dupont, au lieu de marquer centre de détention de Fontevraud, l'adresse était centre de détente de Fontevraud. Et c'était arrivé, mais c'était un peu l'esprit, quoi. Bon, malgré tout, c'était des prisonniers, même s'ils étaient considérés un petit peu comme en réinsertion professionnelle. Ils étaient prisonniers, ils retrouvaient leur cellule le soir, et bon, ils n'étaient pas vraiment en liberté. À l'époque où j'étais là, il y a un jeune qui, à une semaine de l'acquis, de sa libération, s'est quand même évadé. C'était trop dur pour lui. Bon, il y a on ne peut pas juger du tempérament de chaque personne et de sa sensibilité, de sa psychologie. Et ce garçon-là, il n'en pouvait plus. Donc il a craqué, et une semaine avant, il a cassé sa serrure, il s'est échappé en brisant une fenêtre, je ne sais pas quoi. Et donc là, c'était pas une fugue, parce qu'il se serait échappé pendant que je l'occupais à mettre des chaises. Il serait passé avec des touristes, personne n'aurait rien vu, ça aurait été une fugue. Puis à la rigueur, bon, peut-être que les gardiens n'étant pas là, ça aurait été moins grave pour le prisonnier en tout cas. Mais tandis que là, il y avait bris de matériel, etc. Donc évasion. Donc il a été récupéré chez ses parents, parce que quand il s'est évadé, il était allé chez ses parents, et donc il a été ramené dans une autre prison, reprocès. Et donc heureusement, d'après ce que j'ai compris et ce que j'avais su de certains gardiens, il n'avait pas écopé de trop d'ennuis. Mais c'est vrai qu'être en prison, même dans des conditions pas trop dures comme celles de mon époque, là, c'est quand même être en prison. Maintenant, quand on visite l'abbaye de Fontevraud, on voit un espace avec des jardins, beaucoup de verdure, c'est très aéré, on respire bien, mais à l'époque, je pense que c'était une architecture oppressante, sombre, là, on sentait l'enfermement complètement. Et puis, il y avait cette oppression certainement du silence, bon, des ateliers, les bruits des convois de prisonniers avec leurs sabots qui scandaient leurs pas, ou alors qui faisaient le grand 8 dans la cour Saint-Benoît, ou dans des lieux comme ça. Bon, non, et puis les coups de sifflet, puisque c'était la seule arme, entre guillemets, que les gardiens pouvaient utiliser, c'était le sifflet. Donc là, il y avait des coups de sifflet, donc c'était une ambiance qui n'a rien à voir. Et prison modèle, non, je pense que
C'était quelque chose de très sombre et apparemment, même les prisonniers ne se rendaient pas compte que c'était d'anciens bâtiments religieux. Il y avait bien un immense clocher, mais il n'y avait plus la cloche telle qu'elle était avant la Révolution. Il y avait une cloche sur le fait du grand toit qui est au sud du clocher. C'était la cloche qui sonnait les heures et les activités de la journée. Donc au lever, à la toilette, au petit déjeuner, au moment des ateliers, etc., il y avait des coups de cloche. Eh bien, c'était scandé, mais c'était un univers clos et on n'y ressentait aucun espace d'agrément et aucun souvenir de l'abbaye. Ça me fait penser aussi qu'on appelait de façon un petit peu amusante le lieu l'auberge des 4 cadrans. Parce que sur ce clocher, il y avait une immense horloge. Et donc, sur les 4 pans du clocher, il y avait quatre horloges qui indiquaient l'heure. Et donc, quel que soit l'endroit où l'on se trouvait dans la prison, on pouvait voir l'heure sur le haut du clocher. Cette maquette a été réalisée par un prisonnier de la centrale de Fontevraud vers 1870. Et elle présente la prison centrale à cette époque. On y retrouve un certain nombre de bâtiments de l'ancienne abbaye. La cour d'honneur, et on y retrouve surtout le grand cloître, le grand moutier Sainte-Marie avec l'église, Saint-Benoît, Sainte-Madeleine et Saint-Lazare de l'autre côté. Ça, c'est l'ancienne abbaye. Mais vous voyez que tout de suite, il y a un certain nombre de choses, des bâtiments qui ont été rajoutés par rapport à l'ancienne abbaye. Il y a d'abord ce grand quadrilatère qui entoure le grand moutier Sainte-Marie et Saint-Benoît. Il y a un double chemin de ronde, ici, avec des guérites qui cernent cette partie centrale qui sera le lieu où les prisonniers vont vivre la nuit. C'est là qu'il y a tous les dortoirs et c'est là qu'il y a les réfectoires. Dans la journée, les prisonniers vont être dispatchés dans les différents ateliers répartis tout autour. L'ancien couvent de la Madeleine, transformé en lieu pour les tissus, la laine, le foulon. Et puis, ici, Saint-Lazare, c'est pas un atelier, c'est l'hôpital de la prison, mais après on a toute une série d'ateliers parallèles qui sont les ateliers de fabrication de boutons de nacre et de fabrication de chaises, de tables, etc. Et puis tout à fait à l'est du monument, on a construit ce bâtiment qui est le bâtiment cellulaire, là où il y avait les mitards, toutes les cellules, le prétoire, c'est-à-dire l'endroit où l'on jugeait les prisonniers qui avaient commis un délit dans la prison et qui pouvaient avoir une peine de mitard. Et nous voyons derrière ici un petit couloir avec un poste de surveillance qui surveille les différents promenoirs qui sont en forme de part de camembert. Ça, c'est de l'architecture spécifique des prisons. Et donc, c'est un bâtiment qui a été construit en tant que bâtiment de prison dans la centrale de Fontevraud. Tout le reste, ce sont des bâtiments qui ont été adaptés à une fonction de prison. Et c'est pour ça qu'on peut dire, malgré tout, que c'était un bâtiment qui n'était pas forcément adapté à sa fonction de prison. Et puis il y a cette fameuse clôture là, et ce qui est intéressant, c'est que cette partie-là, à l'origine, la porte d'entrée de l'abbaye, c'était une rue qui descendait comme ça, qui descendait le long de l'église abbatiale, et on rentrait, la porte principale de l'abbaye était ici. Et là, on rentrait dans l'abbaye. Avec la prison centrale, il a fallu finir le grand quadrilatère pour protéger Grand Moutier et Saint-Benoît pour que ce soit vraiment un lieu hermétique. Et ici, il y avait des maisons du village qui côtoyaient la petite rue qui descendait à l'entrée de l'abbaye. Eh bien, entre 1804 et 1814, on a racheté les maisons des habitants ici qui ont été expulsés et les maisons ont été rasées pour faire place à cette double enceinte. Donc là, le village a légèrement reculé et puis c'est devenu partie intégrante de la prison centrale. Et donc après la fermeture de la centrale, c'est l'inverse qui va se produire, c'est-à-dire qu'on va supprimer le maximum de bâtiments qui ont été construits par la prison. Tout ça s'est enlevé, on va supprimer le bâtiment cellulaire, on va supprimer toutes les menuiseries là-bas pour redonner au monument son aspect d'abbaye d'avant la Révolution.
C'était une prison centrale, c'est-à-dire une prison manufacture. Une prison où le prisonnier ne passait pas son temps dans sa cellule et derrière ses barreaux ou à faire des promenades. Il était là pour travailler. Donc il y avait le temps où il était effectivement dans sa cellule, et puis après, il y avait donc au petit matin, il y avait le petit déjeuner, un petit moment de pause, et puis au boulot. Et là, il y avait les ateliers jusqu'à l'heure du déjeuner du midi, une petite pause et après re-atelier l'après-midi. Mais c'était une prison où tous les prisonniers travaillaient, sauf ceux qui avaient commis des fautes graves, qui étaient au mitard, ou ceux qui étaient malades ou autre raison. Mais 95% des prisonniers travaillaient ici et gagnaient un pécule. Mais un pécule minime, mais vraiment minime. Il y a eu aussi, à différentes époques, différents types d'ateliers. Il y a eu par exemple un atelier de fabrication de boutons de nacre, très longtemps, jusqu'à ce qu'il ne soit détruit par un incendie, je pense, vers le premier quart du XXe siècle. Donc on importait à Fontevraud d'énormes quantités de coquillages, des mers du Sud et des mers de Chine, et les prisonniers étaient chargés avec du matériel adapté à faire des prélèvements de petits ronds de nacre qu'ils perçaient après de trous, 2 ou 4 trous selon le type de bouton et la grosseur de bouton. Donc on emboutissait tous ces coquillages, toute cette nacre, pour en tirer des boutons et qui ensuite étaient façonnés par petites plaquettes et puis vendus après dans le commerce, chez des bonnetiers, des merceries. Et donc la grande fabrique de boutons de nacre a duré pendant de très nombreuses années. Et il est étonnant de voir que si vous vous promenez dans les jardins actuels de l'abbaye, dans certaines allées, vous allez voir des petites choses qui scintillent au soleil. Et en regardant de près, vous retrouverez beaucoup de débris de nacre dont certains débris présentent encore la forme du bouton qui a été prélevé, du rond qui a été prélevé dans le coquillage. Et en creusant un petit peu, vous retrouvez des morceaux de coquillage entiers. Enfin, c'est étonnant. Mais il y en a des tonnes dans les sols de l'abbaye, mais il y en a aussi dans tous les alentours. Alors bon, il y avait les boutons de nacre, mais le plus important, c'était tout ce qui était menuiserie. Alors, fabrication de tables, de chaises, de fauteuils paillés, etc. Et puis, tout ce qui était tissu. On fabriquait beaucoup de couvertures, de laine. Donc, quand je parlais de la porte à foulon tout à l'heure, c'était la porte près du foulon qui est là où on traite la laine pour enlever le foulon et pour l'assainir et pour après pouvoir l'utiliser. Donc, on faisait des couvertures de laine pour l'armée et pour les collectivités. On travaillait beaucoup le coton. Et donc, il y avait une véritable manufacture. On filait aussi. Il y avait des grandes filatures au chevet de l'abbatiale. Et donc là, il y avait beaucoup de tailleurs qui taillaient des shorts, des tricots, des chemises, etc. Certaines activités étaient gérées directement par la centrale, et puis parfois c'était une société de l'extérieur qui faisait travailler les prisonniers pour son compte. Et donc les prisonniers étaient payés par cette société. Mais souvent, ils étaient même moins bien payés que par l'administration pénitentiaire. On choisissait les activités pour eux en fonction de leurs possibilités. Fallait bien sûr, un agriculteur, on allait lui proposer de s'occuper des légumes à l'extérieur, etc., des champs, parce que cette prison centrale vivait pratiquement en autarcie. Il y avait les bois pour le chauffage, pour les chaudières, pour l'industrie. Il y avait tous les champs de patates, de choux, etc., pour manger. Il y avait plein de... Et on vivait un peu en vase clos. Et donc, pour entretenir les bois et les champs, ben, on prenait en particulier les gens de la campagne, ceux dont c'était déjà le métier. Alors, il arrivait aussi parfois, qu'on disait à un gars, toi, tu es agriculteur, alors, tu veux bien t'occuper des patates avec Et puis le gars pouvait dire, ah oui, mais non, moi, c'est pas de la semi-liberté, mais me retrouver dans les champs comme ça, les bois à côté, on sait ce que c'est. Ils partaient en corvée pour toute la journée, les prisonniers. Donc il y avait un gardien qui les accompagnait, il y avait une dizaine de gars, et bon, c'était pas de la liberté, mais le gardien n'était pas armé, et puis s'ils avaient voulu, ils auraient pu sauter sur le gardien, et puis bon, mais ils n'avaient aucun intérêt, ils étaient ensemble, bon, mais chacun aussi essayait de faire son boulot correctement, mais au moment, enfin non, il y avait deux gardiens en fait, il y avait deux gardiens avec une dizaine de gars, et donc au moment où le pique-nique avait été pris au milieu de la journée
Donc ça pouvait être le moment où les deux gardiens commençaient à s'assoupir un petit peu, parce que bon, là, on va après le manger. Et puis c'était, pour un prisonnier, avoir quelque chose dans le ventre, c'était le moment ou jamais de pouvoir s'échapper. Donc il y avait certains agriculteurs qui connaissaient un petit peu le truc, qui disaient non, moi je préfère pas aller dans les champs, j'aime mieux être dans un atelier derrière les barreaux, comme ça je suis sûr de ne pas faire de conneries. Il y avait les résistants pendant la guerre, mais après la guerre, il y avait les collaborateurs. Ah oui, ils étaient jeunes, parfois ils avaient mal choisi, ils s'étaient pas bon, ils s'étaient engagés dans la milice, mais parce que d'un copain, parce que je sais pas, là aussi des erreurs. Et puis il y en a qui ont souffert aussi. Hein. Les résistants ont beaucoup plus souffert que les anciens collabos, parce que bon, les collabos, on les a un petit peu. On leur a fait leur fête, hein, entre guillemets, ici, mais enfin, ils n'ont pas été envoyés dans les camps d'extermination comme les résistants. Mais oui, des prisonniers politiques, mais il y en a tout eu ici. Hein. Il y a eu un homme de la commune, Blanqui, qui a été interné ici pendant plusieurs années. Donc il y a eu toujours des politiques. Souvent, ils étaient quand même dans des quartiers séparés des droits communs. Je crois qu'il y avait des systèmes de bandeaux qu'on mettait au bras, ou des galons, ou des couleurs. Il y avait, vous savez, on peut retrouver ça. Mais donc il y avait des systèmes de couleurs qui les différenciaient. Certaines catégories de prisonniers, c'était très dur. Un petit exemple anecdotique, mais qui montre un petit peu les difficultés et de compréhension. Pendant la guerre d'Algérie, il y a eu ici des prisonniers qui étaient algériens, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Je ne sais pas comment ils se sont retrouvés ici, mais bon, le fait est que certains étaient là. Et un jour, il y a l'un de ces prisonniers, à l'heure de la prière, comme il était tout seul dans son atelier, il a pris un bout de chiffon qui figurait un peu un tapis, il s'est orienté vers la Mecque et il a commencé à faire sa prière très rapidement. Et il y a un gardien qui l'a aperçu, qui lui dit « Qu'est-ce que tu fous là, Bico, machin, allez, je vais te foutre un rapport ». Alors, il a mis un rapport, le pauvre prisonnier dit « Mais non, moi je fais juste ma prière, mais parce que c'est l'heure, c'est ma religion, j'en ai rien à foutre. » Bon. Et donc, ce pauvre gars a eu un rapport, et puis il a vu un jour l'aumônier de la prison, qui était le père Pohu, qui était en même temps le curé de la paroisse de Fontevraud, qui passait, et il lui a dit « Excusez-moi, monsieur, mais je crois que vous êtes l'aumônier des chrétiens, et voilà ce qui m'arrive, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour moi? On a peut-être le même Dieu, enfin je sais pas. » Et puis l'aumônier, il s'est dit « Mais c'est pas possible qu'on va foutre un rapport à ce pauvre gars, et, alors qu'il a tenté de faire sa prière, puis il n'a pas fait de mal. » Bon. Donc il est allé voir le directeur de la prison, puis bon, ça s'est arrangé. Mais c'était pas évident au départ. Les surveillants ont été pratiquement unanimes à me dire la prison centrale de Fontevraud était l'une des plus dures prisons de France. C'était une prison insalubre, très humide, froide, sombre. On y travaillait beaucoup, on y vivait très mal. Il y a eu énormément de mortalité. Les prisonniers qui tombaient malades, si jamais ils n'étaient pas très bien, on les emmenait à Saint-Lazare, qui était l'hôpital de la prison, et souvent on leur disait « Bon, bah, toi tu vas ressortir par la porte à Foulon », c'est-à-dire la porte à Foulon, c'était du côté du Foulon, du côté de la Madeleine, il y avait une porte qui donnait directement vers le cimetière, et là, donc, si jamais tu vas à Saint-Lazare, tu sortiras par la porte à Foulon, mon petit gars, t'es cuit, quoi. Non, c'était une prison extrêmement difficile, et je suis allé à la mairie pour voir l'état civil, et il est très facile de relever dans l'état civil du village les décès de prisonniers, parce que le témoin, c'est toujours le concierge ou un des gardiens de la prison qui témoigne que telle personne est décédée, etc., dans la centrale. Donc là, on peut faire des calculs et voir la mortalité. C'est effrayant à certaines périodes, effectivement, des prisonniers dans la centrale. Et ils étaient enterrés dans le cimetière qui n'est pas très loin d'ici, dans la fosse commune. Donc c'était une prison extrêmement dure, parce que règlement très strict, très dur, et on y vivait si mal que des prisonniers demandaient à pouvoir partir pour le bagne, pour Cayenne, plutôt que de rester dans cette prison pourrie. On a ici des cellules de nuit qui sont des cellules individuelles que l'on appelle les cages à poules. Alors, chaque prisonnier a sa cellule,
au lieu d'être dans un dortoir commun à 50 ou 100, etc., avec la promiscuité, bon, je passe les détails, c'est sûr qu'une cellule individuelle me semble être un endroit un peu plus confortable, etc. Et les gens qui m'ont entendu tenir ce discours, mais attends, mon petit gars, mais tu vois que tu sais pas ce que c'est que la prison, parce que quand tu te retrouves tout seul dans un truc comme ça, mais c'est l'horreur. En plus, tu es gardé de jour, de nuit, il y a quelqu'un qui fait la ronde, en plus c'est un prisonnier qui surveille les autres prisonniers, le système du capot, comme ça c'est encore mieux. Dès qu'il trouve un truc, on lui donne un paquet de cigarettes en plus, et donc il va cafeter le moindre problème. Donc là, non, il y avait une ambiance détestable. Il parlait de la centrale avec plutôt horreur et de la difficulté d'y avoir vécu des moments durs. Ah mon petit gars, c'était dur là, mais tu peux pas savoir, toi t'as jamais été. C'était très difficile pour les surveillants. Les surveillants disaient entre eux que c'était le bagne des surveillants. Bagne des surveillants parce que il était très difficile de surveiller, d'exercer le métier de surveillance dans une ancienne abbaye qui n'était pas tout à fait adaptée. Il y avait trop de couloirs, trop d'escaliers, trop sombres, trop de portes et de fenêtres. On disait que c'était la prison aux 1001 fenêtres et portes. Mais autant de fenêtres et de portes, c'était autant de possibilités de s'évader, même s'il y avait des gros barreaux, des barreaux qui faisaient une section carrée de 4 à 5 cm de côté, des barreaux en acier, quelque chose de terrible, et un acier très dur. Lorsqu'on commençait à le limer, il était de plus en plus dur à force de le limer. Donc c'était très très difficile de s'évader, mais aussi donc pour les gardiens, prison très dure, bagne des gardiens. Et les gardiens avaient aussi des systèmes, enfin il y avait dans l'organisation du bagne, de la centrale de Fontevraud, c'est terrible, dans l'organisation de la centrale, il y avait un système qui permettait de surveiller les gardiens eux-mêmes. Il y avait des gardiens qui surveillaient d'autres gardiens, donc c'était vraiment... Vous imaginez l'ambiance, quoi. Ils ont eu forcément, il y a eu des cas de maltraitance, forcément, même si ça venait pas de la personne elle-même. Mais il faut se couvrir aussi entre personnel de l'administration pénitentiaire. Il y a eu des bavures, il y a eu des moments de détresse, certainement de prisonniers aussi. Et puis le gardien ne pouvait pas forcément intervenir. Et donc les gardiens en gardaient un souvenir très très lourd, quoi, hein. Comme s'ils avaient vécu des moments, durs. Et puis plusieurs m'ont dit, de toute façon, le métier de gardien, c'est pas un métier. Moi, au départ, j'étais agriculteur. Je voulais pas spécialement faire ce boulot, mais bon, l'administration pénitentiaire, moi, c'était intéressant. En plus, on peut être à la retraite assez jeune et tout. Bon, il y avait quelques dangers, mais donc c'était intéressant. Maintenant, il y avait aussi, bon, c'était ceux que j'ai connus, c'était des gars qui étaient à l'aube de la retraite, et puis ils étaient peinards, ils étaient tranquilles, ils étaient contents d'avoir leur métier de gardien tel qu'ils le vivaient. Et puis quand on parle du passé, des fois on a un petit regret parce qu'on était plus jeune, parce que, bon voilà, plein de choses. Il y a eu beaucoup de tentatives d'évasion. C'est vrai qu'on a des cas, ici nous sommes dans la cour Saint-Benoît, il y a eu un gars qui était chargé de balayer la cour qui est à côté, et il y a eu un petit break dans la journée, je sais pas, ça s'appelle pas une récréation, mais enfin une petite coupure dans les ateliers, donc lui il était en coupure, et puis au moment du rassemblement, lui il devait reprendre son travail avec son balai, et le balai était toujours là, mais le gars avait disparu. Donc on s'est posé la question, enfin les gardiens se sont posé la question, mais où est-ce qu'il est passé? Il est allé se cacher, mais non, ou alors il a essayé de s'évader, donc on a essayé de le retrouver, et puis il y a eu des rondes un petit peu partout pour essayer de le retrouver. Le gars avait totalement disparu. Le lendemain, on l'a recherché encore, et puis là on s'est dit c'est pas possible, et pourtant tout était entouré, bon, la prison était entourée de chemins de ronde avec des guérites, de surveillance, donc c'était très difficile de s'évader, mais bon, pourquoi pas, il y a les souterrains, mais les souterrains, ils sont bouchés avec des grilles, etc. Donc non, c'était très très bizarre, ou alors il préparait son évasion, pensait-on. Et un soir, il y avait une ronde de nuit qui passait dans un couloir de l'autre côté de la cour Saint-Benoît, vers le sud. Et les rondes de nuit se passaient toujours
par deux. Il y avait toujours deux gardiens ensemble pour éviter un gardien seul qui risquait d'avoir un souci. À deux, il y a moins de problèmes. Et dans la nuit, en scrutant les toitures juste au-dessus de nous, là, au-dessus de la chapelle Saint-Benoît, ils ont aperçu un peu de lumière entre des ardoises ou quelque chose comme ça. Ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, c'est un endroit qui n'est pas éclairé habituellement. Donc ils ont détourné leur ronde de nuit, ils sont passés jusque-là. Ils sont arrivés à l'entrée d'un petit grenier de la chapelle. La porte était fermée de l'intérieur. Et ce n'était pas possible. Donc ils se sont dit, notre gars est là. Donc très vite, ils ont appelé des renforts en silence. Des renforts sont arrivés. Et là, ils ont défoncé la porte. Et lorsqu'ils sont rentrés dans le grenier, ils ont trouvé une bougie qui venait de s'éteindre. Il y avait quelques biscuits, un peu d'eau, une corde. Et donc le gars était dans le coin. Et ils ont entendu un grand bruit. Un peu plus loin dans le grenier, ce garçon était en train de casser les ardoises pour s'échapper par les toits. Et au moment où les gardiens ont failli l'attraper, hop, il était déjà sur le toit. Malheureusement pour lui, c'était un soir où il y avait une pluie fine ou un petit peu d'humidité et les ardoises étaient glissantes. Donc il a glissé sur le toit, il n'y avait pas de gouttière à l'époque, il n'a pas pu se rattraper, il est tombé sur les pavés quelques 8 ou 10 mètres plus bas et donc là il s'est cassé la jambe. Ou les jambes, enfin il était en très très mauvais état. Donc les gardiens l'ont récupéré, l'ont emmené à l'hôpital de la prison à Saint-Lazare. Et compte tenu de son état, il a fallu l'envoyer à Angers. Par la suite, il n'a pas été ramené à Fontevraud avec cette tentative d'évasion. Et puis, d'après ce que j'ai compris, les gardiens qui étaient à Fontevraud n'étaient pas sûrs qu'il soit sauvé parce qu'il était vraiment en très mauvais état. Et puis, un gardien m'a dit, mais moi j'ai eu la surprise. Après, j'ai été muté à l'île de Ré, au départ des bateaux pour Cayenne. Et quand je suis arrivé à l'île de Ré, j'ai vu un gars, mais alors il m'a dit c'était très drôle, je suis arrivé avec ma valise, et j'ai vu un gars qui balayait devant la prison de l'île de Ré. C'était notre gars, il claudiquait un peu, mais c'était lui, donc il avait été sauvé, puis tout juste il n'avait pas gardé son balai de Fontevraud. Il y a eu beaucoup de tentatives, mais souvent elles étaient infructueuses. Il y a eu aussi des tentatives en passant par les planchers de la salle du chapitre. En pleine nuit, ça faisait du bruit, puis les gardiens ont été attirés par le bruit. Puis quand ils ont vu les gars commencer à descendre dans la salle du chapitre, ils les ont récupérés. Mais là aussi, c'est des tentatives. Ils sont à l'intérieur d'une prison, au cœur même de la prison, avec 2 murs d'enceinte à franchir, avec des barbelés et puis des miradors. Non. Il y a eu quelques évasions qui se sont réalisées. Je vous raconterai celle de Damen, Decker et Merlin en détail. Bon, là, c'était des évasions de caïds, mais ça a été très rare.